Il faut aussi qu'on se pose la question du rôle que peut jouer l'Europe à l'attention de ces populations qui sont aujourd'hui dans des camps. Et moi, c'est une obsession pour moi, une hantise que de penser à toutes ces générations sacrifiées d'enfants qui grandissent dans des camps, que ce soit en Syrie, en Irak, en Turquie, sans éducation. Et donc, je suis en train de travailler sur un projet qui consisterait à avoir une espèce de corridor éducatif comme on a un corridor humanitaire et qui consisterait pour nous, pays européens, en tout cas la France le fera, à envoyer des enseignants volontaires, évidemment, pour passer quelques mois auprès de ces enfants et leur donner un semblant d'éducation. Même si l'Europe est en crise, et nous le savons tous au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, même si l'Europe se délite même, on dit souvent l'Europe est chaos. Même si l'Europe est chaos, je prétends que sans l'Europe, ce sera le chaos. Si nous devons penser aujourd'hui à l'humanisme européen, ce serait plutôt un humanisme qui, dans la grande tradition humaniste européenne, est un humanisme qui, comme l'a dit Julia Kristeva, je cite son expression, se donne à l'humanité. Non seulement se donne à l'humanité, mais aussi se donne les moyens de concevoir quelque chose de nouveau, une proposition humaniste nouvelle, en contribution avec les autres héritages humanistes des autres civilisations du monde. Donc je vois davantage l'Europe non pas comme le lieu où un humanisme pourrait être fabriqué par des Européens à l'usage des Européens, mais comme un creuset privilégié. Une annonce extrêmement importante que le président de la République a faite la semaine dernière, qui consiste à dire que tous ces adultes AVS qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans les écoles et qui sont en contrat aidé non pérenne vont être transformés en effet en véritables postes pérennes d'AESH accompagnants en situation de handicap avec une vraie reconnaissance, une vraie valorisation. C'est une excellente nouvelle évidemment pour ces personnels. Dès la rentrée prochaine, ils seront 6 000 à être concernés, à terme 50 000. Je cherche mon fils 24 heures sur 24, sur les réseaux sociaux, dans la presse, à travers des associations de parents dont les enfants ont été endoctrinés. J'essaie de faire des recoupements. Et vous l'avez trouvé? Parfois, j'ai réussi à isoler son groupe, mais toujours trop tard. En fait, c'est votre fils qui a embringué Chama là-dedans. Lequel des deux a entraîné l'autre le premier, je sais pas. Mon fils adorait la musique. Il venait ici avec des copains pour leur faire écouter les nouveaux morceaux. Et Chama était souvent là. Je veux vous dire donc clairement que j'ai souhaité répondre positivement à cette demande et donc je prendrai un arrêté très prochainement pour réaliser cette transformation des collèges REP en question en REP+. Je crois que c'est une mesure de justice pour ce département et que ça nous permettra de donner décidément aux jeunes Guyanais toutes les chances de réussite. Merci. J'en viens à votre question qui concerne les ELCO. Vous devriez au contraire vous réjouir de ce que nous nous apprêtons à faire des ELCO, puisque nous sommes globalement tous d'accord sur ces bancs pour dire que les ELCO appartiennent à un temps révolu, les années 70, et l'apprentissage de l'arabe, du turc ou du portugais doit évidemment se faire dans un cadre scolaire, banalisé, normalisé, comme toutes les autres langues. C'est ce que je prépare pour dès la rentrée prochaine pour quelques langues et d'ici 3 ans pour l'ensemble d'entre elles. Najat Vallaud-Belkacem en visite dans le Loiret. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue à l'école primaire de Bou. Elle est ensuite allée à Chessy pour un café des parents sur le thème de la relation parents-école. Puis à l'Université d'Orléans pour une conférence intitulée « Campus en mouvement ». Nous souffrons au contraire d'un manque de diplômés pour relever les défis de l'avenir.
Voilà pourquoi nous devons absolument réussir à démocratiser l'enseignement supérieur. La meilleure façon de donner à notre avenir des fondations solides passe par cette meilleure démocratisation de l'enseignement supérieur. Et ça demande, là encore, nous avons parlé de recherche tout à l'heure, parlons d'enseignement supérieur, ça demande une ambition budgétaire à la hauteur. C'est pour cette raison que je prépare actuellement, avant de le présenter prochainement au Premier ministre, un plan pluriannuel pour accompagner les universités et les établissements d'enseignement supérieur dans les objectifs que nous nous sommes fixés dans la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.